Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, Marie-Claude m'a demandé de parler des besoins de la dermatologie pédiatrique. Vous comprenez bien que c'est surtout introduire ce sujet qui va faire l'objet de discussions, notamment cet après-midi, tellement le sujet est vaste et pourrait prendre plusieurs journées. Donc cette première diapositive a surtout le mérite de montrer aussi l'importance des maladies rares dans le milieu dermatologique. Je ne vais pas parler que de ça, bien entendu, mais des maladies rares et la place de la France aussi dans ce milieu dermatologique avec la Société française de dermatologie, mais sa reconnaissance au niveau européen, et ça est à soutenir aussi par toutes nos instances, puisqu'on a été pionniers un petit peu dans notre pays, politiquement même dans cette groupe de maladies. Il faut que ça continue, il faut que ça soit soutenu, et finalement, on va surtout parler là, et les maladies rares en font partie, de maladies chroniques de la peau, qu'elles soient rares ou fréquentes, et plus particulièrement des besoins chez l'enfant. Donc en fait, quelques petites généralités très triviales pour l'Assemblée, mais simplement, je ne savais pas très bien comment m'organiser pour pointer, venir aux besoins à couvrir dans la population pédiatrique. Donc je rappelle juste tout ce que couvre la peau. Il y a la peau, il y a les muqueuses, il y a les poils, il y a les ongles, il y a les glandes sudorales, il y a l'odeur, tout ça, ça fait partie de la dermatologie. Il faut bien garder ça à l'esprit. Et j'ai essayé de structurer un petit peu ces quelques minutes avec ces différents chapitres qu'on va aborder très rapidement pour ouvrir les discussions et le travail de cet après-midi peut-être. Donc simplement, là aussi, des points très classiques, mais pour rappeler un petit peu toute la fonction. La peau, ce n'est pas seulement un organe qui protège, qui nous limite par rapport à l'extérieur, c'est aussi un organe sensoriel. Et c'est extrêmement important chez l'enfant parce que beaucoup du développement cognitif de l'enfant va passer par le contact de la peau à peau avec l'environnement et par le regard qu'il va y avoir sur sa peau dans sa différence et le regard qu'il va y avoir des autres sur sa peau et sur ses parents. Et donc on ne parle plus de l'enfant, on parle finalement d'une cellule familiale qui est toute complètement bouleversée par la maladie chronique chez l'enfant, qu'elle soit rare ou fréquente, avec toutes ces données qui vont être complètement perturbées au niveau de la cellule familiale, mais aussi dans le développement réel, cognitif et physique de l'enfant. Donc, et pourtant, la symbolique de la peau est forte. Vous connaissez toutes les expressions qu'on retrouve très régulièrement, et la liste, évidemment, pourrait s'étendre. Et toute cette médiatisation d'avoir la plus belle peau du monde, ce qui est un mythe, ce qui signifie rien du tout, ce qui est simplement, en fait, refuser la différence de l'autre dans la couleur de sa peau, dans la nature de sa peau, etc., etc. Et donc on comprend bien que dans cette société qui est une espèce de diktat de la beauté et beaucoup autour de la peau, justement, la souffrance soit extrême pour l'enfant qui se construit sous le regard de ses parents, pour l'adolescent en particulier, et pour les parents aussi, qui voudraient avoir l'enfant idéal, c'est évidemment ce qu'on veut tous, et qui souffrent également de ce regard négatif de la société lorsqu'il y a une différence. Donc, les particularités donc, dans cette population pédiatrique, c'est dans l'enfance en fait, le développement cognitif et physique pour lequel l'organe peau va jouer un rôle essentiel et qui va pouvoir et qui est différente, se mature progressivement et qui va être différente en fait de ce qu'on observe chez l'adulte. Ce qui veut dire qu'à la fois dans la prise en charge de l'enfant, mais dans les prescriptions même qu'il y aura, ça ne peut pas se concevoir comme ce qui se fait chez l'adulte. Et puis aussi le fait que si l'enfant est un être en développement, c'est aussi un être dépendant. Les décisions thérapeutiques ne vont pas se prendre par lui, vont se prendre par l'environnement familial. Et là, il y a aussi toute une part au quotidien de l'exercice de notre métier chez l'enfant qui parfois est très difficile, puisqu'il y a là où il faut répondre à un besoin de l'enfant, où là on essaie de répondre plus à une satisfaction du regard du parent. Et ça peut être extrêmement compliqué également. Et puis cette période de la puberté, où c'est ni enfant ni adulte, cette période de révolte et de résilience qui va être aussi très particulier. Donc pendant l'enfance, toute l'importance en fait des échanges tactiles et du regard, je viens de le souligner, et il va y avoir véritablement l'importance d'essayer de respecter cet organe peau dans la souffrance qu'il peut créer directement physiquement, les démangeaisons, la douleur, mais aussi dans ce qu'il représente de souffrance psychologique. Chez l'enfant petit qui ne répond pas en fait à l'attente de ses parents, il le voit bien, même si on lui dit que ce n'est pas grave, et chez l'enfant plus grand qui lui-même, dans l'environnement, au-delà de sa collectivité familiale, sociétale, ne répond pas à des critères qui ont été définis. Donc ce regard, en fait, pour montrer que la plupart de nos dermatoses chroniques, en particulier bien sûr dans le milieu des maladies rares,
mais aussi dans les milieux des maladies NORA, peut commencer très précocement dans la vie de l'enfant et généralement même peut commencer pour les maladies génétiques souvent à la naissance. Et c'est donc en fait un suivi de construction d'un individu tout au long de ces différentes phases de croissance et de développement pédiatrique et classique qu'il va falloir accompagner avec la cellule familiale. Au niveau de l'adolescence, vous le savez bien, hein, il y a la transformation physique et puis aussi la transformation corporelle, et tout ça est indissociable. Et l'adolescent qui n'a pas un problème de peau majeur, si on a une acné sévère, c'est un problème de peau majeur, mais qui a les petits problèmes de remaniement de son physique liés à sa puberté, va subir aussi de plein fouet ce que va apporter la différence par la maladie de peau, autre que les modifications classiques de l'adolescence. Et lorsque la maladie commence à l'adolescence, dans cette phase de transformation, par exemple un psoriasis, par exemple un eczéma, par exemple un vitiligo, c'est une souffrance supplémentaire à la recherche de pouvoir s'assumer avec son corps en sexualisation, en transformation. Il y a accepté la notion nouvelle d'une maladie de peau qui paraît encore plus injuste là où l'adolescent essaie de pouvoir se construire en jeune adulte équilibré. Et donc, il y a le problème de l'autonomisation à l'adolescence, mais la transition dans la maladie chronique se rajoute à ce problème d'autonomisation. Et cette transition pour nos maladies dermatologiques bien particulières, c'est aussi savoir réaliser parfois des soins longs et complexes. Là où l'enfant ne pouvait le faire, les parents l'ont souvent fait, on va y revenir. Et donc, il va falloir finalement qu'il y ait une autonomisation de l'enfant, mais des parents, par rapport à l'enfant aussi. Et ça, c'est extrêmement complexe dans cette phase de transformation, en sachant que l'adolescence, elle peut commencer en préadolescence, adolescence, peut commencer vers l'âge de 11-12 ans, et que l'adolescence elle-même, dans les définitions scientifiques, elle peut aller jusqu'à une trentaine d'années. La maturation cognitif du cerveau peut aller jusqu'à une trentaine d'années. C'est pour dire que cette phase de transition, elle est très très longue et que nos cutters 18 ans, 16 ans, 18 ans, enfants, adultes, ils ne signifient rien dans ce que représente la transformation en fait de cet individu qui est en train de devenir un jeune adulte. Donc l'organe peau, là aussi c'est trivial pour mes collègues, mais pour ceux qui connaissent un petit peu moins bien, ça assure une protection physique avec une protection mécanique, ça va de soi, mais également une barrière microbienne, de permettre une bonne hydratation même de l'intérieur de l'organisme, une protection contre les UV, une thermorégulation des fonctions métaboliques. Et puis ce développement cognitif et émotionnel qu'on vient de voir. Et il faut bien comprendre que dans la maladie chronique, et bien souvent les maladies chroniques sont des maladies qu'on dit orphelines, c'est-à-dire il n'y a pas de traitement définitif. Il y a des traitements symptomatiques pour essayer d'améliorer les symptômes les plus invalidants, mais il n'y a pas de traitement définitif. Et dans cette maladie qui va durer, cette maladie peau qui va durer, quelle que soit la nature de cette maladie de peau, eh bien les risques physiques, les risques pédiatriques pour cet enfant pour pouvoir être énormes. Une peau inflammatoire chez un enfant en pleine croissance, c'est un enfant qui va perdre des protides, des calories, qui va moins bien grandir, qui va moins bien aller jusqu'à sa puberté. C'est une peau aussi qui peut se surinfecter facilement. C'est surtout dans la petite enfance qu'on s'immunise contre les virus, mais aussi contre des toxines bactériennes. Donc les complications infectieuses peuvent être beaucoup plus importantes encore. Et puis c'est une peau aussi qui, même précocement, à cause d'une non-protection par rapport au soleil, à cause d'un processus de cicatrisation chronique, va pouvoir se cancériser, c'est-à-dire progressivement avec des plaies chroniques, et pas seulement à 30-40 ans. Nos premiers cancers de la peau dans des maladies comme les épidermolyses bulleuses, moi je les ai vus à l'âge de 11 ans, donc ça marque, hein, c'est pas seulement l'adulte plus jeune, et donc c'est une des maladies de peau qui peut mettre en jeu le pronostic vital de nos petits patients, ralentir complètement leur devenir d'adultes en termes de croissance et de développement cognitif et psychologique, avec des états dépressifs aussi, probablement sous-évalués et mal gérés, mal traités, ne serait-ce que parce qu'on manque de psychiatres et de pédopsychiatres, autre spécialité en souffrance, et on manque surtout cruellement de psychologues bien pris en charge par la sécurité sociale dans le réseau de soins, autant dans le réseau ville qu'hôpital. Donc les maladies dermatologiques chroniques, dont vous avez toutes les caractéristiques que je viens de résumer, l'altération constante de l'apparence, et donc là c'est l'isolement que ça crée, et là on va rentrer dans une dimension de collectivité de famille, mais sociétale également, on va en parler. Le début fréquent à des périodes clés du développement, et ça peut entraîner une absence de développement physique satisfaisant, avec un retard à la puberté, avec une petite taille, avec ou une souffrance, une douleur qui va complètement impacter
le développement psychologique aussi de l'enfant. C'est finalement une bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a pas l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. C'est tout qui est intriqué et on le sait bien. Il y a une culpabilité des parents dans certaines maladies, la maladie génétique, qui n'est pas simple à assumer pour des familles. Il y a les troubles sévères de l'estime de soi qui sont liés à cette apparence affichante. Il y a des enfants ou des jeunes adolescents qui me diraient « mais tu comprends rien, je préférais vraiment avoir un cancer à l'intérieur qu'avoir mon eczéma chronique. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Moi, c'est ça que je vis. » Donc il y a tout ça. Il y a le trouble sévère de l'estime de soi, non seulement de l'enfant, mais aussi des parents qui ont pour l'enfant qui a une maladie stigmatisante, ils n'ont pas l'enfant fantasmé. Il faut s'habituer à ça et ne pas trouver l'équilibre pour pas dire mais c'est rien. Si je comprends ta souffrance, elle est là, et en même temps dire ce n'est rien, l'enfant sait bien qu'on est en train de tromper, et c'est extrêmement difficile. Maladie orpheline avec absence de traitement curatif, et puis cette dimension aussi extrêmement importante, la complexité et la lourdeur des soins. Cette complexité et ces lourdeurs des soins, ce sont les parents ou les aidants, les proches de la famille qui l'assument généralement au départ. Et dans des maladies inflammatoires, dans des maladies avec fragilité de peau, ça peut être extrêmement long et complexe. La peau fait mal, le parent soignant fait mal à la peau de son enfant, est en plus l'acteur de la souffrance de son enfant. Et les traitements pour prendre en charge cette souffrance physique et psychologique ne sont pas à la hauteur des attentes de tout le monde, dans le monde adulte, mais encore plus dans le monde enfant, puisque dans la majorité des cas, il n'y a pas d'AMM, on va y revenir, et en plus, certains médicaments qui traitent la douleur, là, chez l'enfant, vont peut-être altérer au très long cours le développement cognitif de ces enfants. La morphine au long cours débutée précocement, ce n'est pas peut-être aussi bien que cela. Donc, point très très important, c'est la non-reconnaissance de ce handicap peau. Quand on commence les démarches pour la prise en charge, notamment dans des maladies très sévères, chroniques, des maladies génétiques. Quand on commence toutes ces démarches avec les démarches aussi auprès de la MDPH, après, cette reconnaissance du handicap peau n'existe pas bien sur les formulaires qui existent. Quand on va dire à des réunions de MDPH, et je remercie s'il y en a qui ont participé à nos réunions MDPH, qui sont aussi présents dans la salle, des médecins de MDPH, quand on va dire, ben voilà, nos enfants, ils sont en fauteuil roulant. Ah bon, vos enfants avec une maladie de peau sont en fauteuil roulant? Mais pourquoi? Ça montre bien déjà l'incompréhension de la sévérité de nos maladies dermatologiques et du retentissement de cet organe peau sur tout le quotidien et sur tous les autres organes. C'est vrai pour les adultes, mais c'est encore plus vrai pour les enfants peut-être. Et puis le fardeau des familles, et qui est extrêmement important, et on va y revenir. Donc voilà des exemples qui peuvent bien permettre de comprendre ce que c'est que cette douleur physique, psychologique, le retentissement, l'isolement social que cela va représenter, devant une apparence aussi perturbée, avec l'odeur qui va avec aussi. Notre peau dégage aussi une odeur. Cette odeur, elle n'est peut-être pas toujours conforme aux critères de l'eau de Cologne, du parfum qui est vendu à des prix incroyables. Elle est un petit peu différente, et ça, il faut accepter aussi l'idée d'une odeur différente, ce qui n'est pas toujours très, très simple. Donc le patient il y a un impact physique, psychologique, une pauvre estime de soi. Ça va retentir sur la cellule familiale qui elle-même aussi va devoir faire finalement le deuil de l'enfant en fait parfait. La difficulté de la décision dans des soins que l'on va proposer dans le choix de thérapeutiques qui n'ont pas toujours d'AMM pour les enfants. Et cette altération chronique de l'apparence est évidemment une souffrance chronique avec toutes les complications. Et puis, il y a la collectivité. La collectivité, ça passe par la famille, mais ça passe aussi par la société. Et donc, la famille, parents, mais aussi la fratrie, il faut bien voir que ça va impacter aussi cet enfant avec cette maladie chronique, va impacter toute l'organisation familiale sur les autres enfants qui n'ont pas en fait les mêmes problèmes de santé. Et c'est toute la cellule familiale dans son ensemble qu'il faut prendre en charge et à laquelle on est confronté. Les parents vont devenir des soignants de ces problèmes de soins lourds et complexes. Il y a des protocoles d'éducation thérapeutique qui sont de plus en plus développés dans les filières, que ce soit les maladies rares ou les maladies fréquentes chroniques, ce qui est une très bonne chose, de manière à autonomiser les parents avec leur enfant, puis l'enfant avec sa maladie. Mais quand on automise les parents et qu'ils deviennent les soignants en ville, faute de soignants disponibles en ville, on fait des parents des soignants et on le cautionne. Et qui devient parent quand les parents sont des soignants? Ce n'est pas les soignants qui deviennent parents. Donc là, il y a des limites dans ce qu'on fait et à faire bien remonter toutes ces difficultés extrêmement importantes.
Donc les fardeaux des familles, c'est à la fois des fardeaux financiers. On sait bien qu'il y a un reste à charge énorme dans nos maladies dermatologiques, ne serait-ce que le nombre de machines nécessaires pour laver les vêtements salis par les traitements successifs qu'il y a pu y avoir, les différentes crèmes hydratantes, les différentes crèmes de protection, etc., etc. Le fardeau physique, la douleur de la maladie ressentie par l'enfant, mais ressentie presque physiquement aussi par les parents, la douleur psychologique et émotionnelle, et puis l'isolement social extrêmement important. Donc ça, c'est un travail qu'on avait mené avec Hélène dans une étude préliminaire qui est en train de se poursuivre, Hélène Dufresne, qui va faire partie de la table ronde. C'est d'essayer de voir justement au niveau société un petit peu ce qui se passe et de voir notamment la première socialisation d'un enfant, c'est finalement sa rentrée à l'école. La collectivité, c'est la rentrée à l'école. Et avec un taux de décrochage scolaire extrêmement important dans nos maladies chroniques, en particulier dans les maladies rares, mais probablement pas seulement du fait de la maladie et pas toujours lié à la lourdeur de la maladie, la fatigue qu'elle entraîne. Ce décrochage scolaire a bien d'autres causes qu'on a essayé d'analyser avec un travail qui se poursuit. Et donc, c'est très important également de pouvoir faire une formation aux équipes pédagogiques pour savoir comment vivre l'enfant différent. L'enfant qui a une dermatite atopique, on avait fait un jeu de rôle avec des enfants avec dermatite atopique, qu'ils avaient tiré au sort des petites étiquettes, et il y en a un qui était le professeur et l'autre qui était l'élève. Et cette petite fille qui avait une dermatite atopique disait dans ce jeu de rôle à l'autre qui avait aussi une dermatite atopique, mais qui était l'élève, « Tu vas arrêter comme ça de te gratter tout le temps, quoi. Tu vas arrêter, tu ne te concentres pas, qu'est-ce que tu fais ? Mais ça me gratte, je ne peux pas me concentrer, pas me scratcher. Écoute, tu es à l'école, tu vas arrêter. » Ça montre bien, en fait, la méconnaissance qu'il y a dans l'approche, en fait, de ces enfants par tout le monde. Et dans tout le monde, j'en fais partie, on en fait tous partie, on peut tous s'améliorer, bien entendu. Et puis, le care, le soin et les traitements. Le care, c'est finalement la sollicitude, la bienveillance par rapport à la maladie chronique qu'on doit essayer de développer dans nos sociétés, en commençant par le respect de la différence, et ça commence pour l'enfant dès l'école. Le soin, avec le besoin de développer des réseaux ville-hôpital autour de ces maladies chez l'enfant aussi, bien adaptés à ce qu'est aussi toutes les caractéristiques de croissance et de développement cognitif des enfants, et avec des prises en charge pluridisciplinaires indispensables, que sont les psychologues, les diététiciennes, que sont les kinésithérapeutes aussi, qui doivent être reconnus dans ce parcours de soins comme des acteurs indispensables, de manière à ce que la prise en charge soit bien faite et que la rémunération des actes soit faite à la hauteur du temps passé sur nos maladies de peau. Donc en fait, toutes ces données peuvent concerner toutes nos maladies rares et chroniques de la peau. Elles ont été plus... j'ai pris sa diapositive d'un autre topo que j'ai fait pour les maladies rares, mais elles peuvent s'appliquer aux maladies fréquentes, notamment chez l'enfant, les retards diagnostiques, les mécanismes fins mal compris, le type de soins de la peau mal compris aussi par des jeunes infirmières qui ne sont pas enseignées dans leur école d'infirmière sur les soins dermatologiques au prorata de ce qu'ils représentent, et donc sur la méconnaissance aussi possiblement dans toutes les autres spécialités paramédicales qui ne sont pas formées à la prise en charge d'une peau malade difficile pour laquelle il va falloir faire des séances de rééducation, de l'ergothérapie par exemple, etc., etc. Donc tout ça est extrêmement important, en sachant aussi qu'une caractéristique chez l'enfant, c'est aussi que son physique n'est pas celui de l'adulte et que dans les prescriptions, la majorité des prescriptions se fait hors AMM. Et on les fait dans les maladies rares assez facilement. Dans les maladies qui ne sont pas rares, c'est plus compliqué. Et donc là, il y a tout un travail de sensibilisation pour qu'il y ait des AMM, des travaux qui se refassent avec nos industriels et qui soient acceptés, des protocoles compassionnels aussi pour pouvoir valider sur cohorte des séries de patients pour montrer l'importance aussi chez les enfants et la bonne tolérance de ces traitements. C'est extrêmement important. Et puis pour les soignants de ville qui sont dermatologues, qui ne connaissent pas bien l'enfant, il y a des particularités à la population pédiatrique qu'il faut aussi connaître, qui font que la dermatologie pédiatrique est une spécialité en soi aussi dans la connaissance de l'enfant dans toute sa dimension. Donc l'être dépendant, et je vais finir par ces diapositives-là, l'être dépendant, c'est toute la question qui va se poser du choix thérapeutique chez un enfant qui lui-même ne va pas en fait demander grand-chose. C'est l'exemple par exemple de pelade, c'est l'exemple par exemple même de vitiligo, de malformations capillaires, où il y a parfois en fait des essais thérapeutiques multiples qui sont faits chez des enfants qui sentent bien, puisqu'il y a tous ces essais multiples faits qui ne sont pas toujours malheureusement efficaces, même si heureusement il y a des gros progrès qui se mettent en place et qui sont très prometteurs. L'enfant souvent il ne demande rien à personne, quoi. Il demande et finalement il sent qu'il déçoit parce qu'il y a un échec thérapeutique
Il semble qu'il se déçoit ses parents et on va plutôt traiter le regard du parent sur la malformation capillaire, par exemple, ce qu'on appelait la tache de vin, le Longchamp très communément. Et ça, c'est une vraie réflexion éthique à avoir que la prescription à l'être dépendant. Et ce n'est pas toujours si simple que ça. Et puis la puberté, on vient d'en parler, donc je ne vais pas revenir en détail, simplement pour dire que là aussi, dans tout le travail qu'il faut qu'on fasse, il y a bien sûr la transition, mais il y a aussi l'autonomisation des parents par rapport à leur enfant. Et c'est tout un programme que l'on a également, mais qui va être extrêmement important à bien faire comprendre que cette période de transition, c'est d'autonomisation des deux côtés. Parce que quand on prend les enfants, les adolescents tout seuls, moi j'en dis toujours, est-ce que tu veux que tes parents restent dans le box ou pas? Il y en a qui ne veulent pas. Et ils témoignent en fait de la difficulté qu'il y a de ne pas répondre aux questions de leurs parents de la manière qu'attendent leurs parents. Oui, ça, non, ça ne va pas du tout. Oui, tu as raison, etc. Ils le témoignent très, très bien. Et en même temps, l'adolescence, c'est 2 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est à la fois je veux m'autonomiser et je ne veux pas m'autonomiser. Donc tout ça est très compliqué dans nos maladies chroniques, là où il y a également cette apparence extrêmement perturbée par la maladie dermatologique. Donc si on résume à partir de ce que je viens de dire les principaux besoins, et la liste n'est certainement pas exhaustive sur cette diapositive, de ces dermatoses chroniques chez l'enfant, un problème de formation des soignants, et je pense que cette formation des soignants, et notamment aux soins dermatologiques complexes, devrait être des formations certifiantes, de manière de pouvoir faire état d'une qualification supplémentaire et que l'acte en ville soit mieux rémunéré parce qu'il y a une qualification supplémentaire. Un petit peu comme les puéricultrices, eh bien, elles ont fait une formation supplémentaire. Il y a la formation aussi et l'information. Et l'information, la communication est essentielle à améliorer avec les collectivités, la MDPH, l'école, etc. La reconnaissance du handicap peau et de la pluridisciplinarité de la prise en charge nécessaire. Le renforcement des liaisons ville-hôpital, on en a parlé déjà, et donc je ne vais pas m'étendre sur ça, mais moi, on a des attachés, par exemple, des médecins qui sont une partie à l'hôpital, une partie en ville. Pourquoi il n'y aurait pas des paramédicaux qui seraient une partie dans leur cabinet et une partie à l'hôpital pour faire le lien ville-hôpital de la même manière, avec une qualification qui leur est donnée spécifiquement dans nos maladies dermatologiques? C'est une idée que j'ai soumise au ministère, qui se réfléchit, mais je pense que ça pourrait être une idée intéressante. La formation de conseillers aussi à l'école, de conseillers d'orientation, qui sont absolument indispensables, puisque dans les conseillers d'orientation, ils sont parfois plus familiarisés au handicap du fauteuil roulant, par exemple, dans des maladies neurologiques ou d'autres maladies, déjà étonnés qu'on puisse en avoir dans nos maladies, et ils ne sont pas vraiment formés à l'orientation pour la maladie de peau chronique. Et donc là, il y a toute une nécessité, en fait, d'avoir une formation de conseiller d'orientation avec des consultations spécifiques dévolues aux problèmes de la peau chez nos jeunes. Et chez nos jeunes, ça commence très tôt, l'orientation. Ce n'est pas au moment où on passe le bac, ça commence pratiquement dès le début du secondaire, pour ne pas dire plus, avec une maladie chronique dont on le sait qu'elle va durer. Et puis également une écoute, des espaces dédiés pour les adolescents, des formations aussi à la sexualisation. Là, il faut qu'on développe plus de programmes aussi touchant la sexualité dans nos maladies chroniques. Et c'est une pierre d'achoppement parce que nous, on avait eu un programme sur ça il y a une quinzaine d'années avec un psychiatre. Et le CPP, le comité d'éthique, a refusé en disant parler de sexualité dans les épidermolyses bulleuses, c'est tout simplement pas possible. Donc voilà, donc les mentalités ont évolué, heureusement, j'espère, mais il y a tout un travail à faire à ce moment-là. Les AMP pédiatriques et la recherche scientifique ciblée sur la particularité de l'enfant. Les recherches en sciences sociales soutenues, accompagnées et soutenues, financées parce qu'elles sont essentielles, en particulier, je trouve, pour notre discipline, et puis les développements d'outils de formation, de communication, etc. Voilà, j'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Je pense qu'on a bien balayé toute la problématique pour les enfants. Est-ce qu'il y aurait des questions, Juste, j'invite, avant que vous posiez la question, les participants à la table ronde à s'installer, comme ça on va gagner un peu de temps. Je vais rapide. Merci beaucoup, Christine, pour ce magnifique topo. J'ai une question qui m'est chère, moi, qui est se projeter. L'adolescence, c'est une phase transitoire. Ce qu'on va tous être, c'est des adultes. Et tu sais bien que c'est quelque chose qui me... Comment on fait pour se projeter quand on a une maladie de peau chronique qui a débuté à l'enfance, et comment on va lâcher
disons, ces relations qu'on a avec ces médecins qui ont chéri toute l'enfance, qui se sont occupés de moi pendant toute mon enfance, comment je me projette dans le futur. Tu vois, et je pense que c'est une réflexion très importante dans la filiarisation et tu vois, le relais, comment moi, personne malade, vais être soignée plus tard, mais aussi moi, personne humaine, qu'est-ce que je fais? Quel est mon projet de vie? Et ça, je pense que c'est très important, je crois. Je suis on ne peut plus d'accord, puisque c'est ce que j'ai essayé de souligner tout au long de ce topo, c'est qu'il y a deux éléments. Déjà, la période au niveau du soin pur, et ne serait-ce que les réseaux hospitaliers, la transition pour passer du milieu d'enfant, adolescent à l'adulte, avec des cutters d'âge qui ne signifient rien, elle est très mauvaise à mon sens. On ne respecte pas l'individu dans sa construction et dans sa maturation qui peut être retardée chez un enfant en fait, qui a une maladie chronique qui débute rapidement, notamment quand il y a un soin qui crée une dépendance aux parents qui est bien plus importante que habitué à prendre son comprimé, etc. C'est bien différent que de faire ces soins cutanés. Et donc là, il y a tout un travail pour réévaluer un petit peu, pour suivre cette transition mieux fait, je pense, que ce que c'est fait actuellement. Et la projection dans l'avenir, je pense que justement, ça commence par le collectif et par l'école aussi, le milieu où normalement on se forme pour pouvoir se projeter dans un avenir avec une formation des compétences qui le permettront. Et donc là, il y a tout un travail aussi extrêmement important. J'ai parlé des conseillers d'orientation très précocement, et ça c'est important. Et tout un accompagnement en fait dans cette démarche du jeune qui va devenir un jeune adulte dans les possibles avec sa maladie de peau. Dans le possible, dans quel sport est possible, quelle activité loisir est possible, quel métier est possible. Et ça, très très tôt, le repérer de manière à pouvoir, pas orienter, mais faire sentir à l'enfant, tu peux tout essayer au départ. Moi, une épidermolyse bulleuse, c'est un enfant qui a une maladie très fragile dans la peau. Quand il me dit, je veux faire du judo, je lui dis, fais du judo. Les parents disent, je dis, il faut mieux qu'il ait quelques bulles de plus et qu'il se rende compte par lui-même que finalement, il y a une limite à ce qu'il peut faire, que de lui dire, tu ne feras pas ça, je te mets sous cloche pour que tu aies le moins de lésions possible, tu ne feras pas ça. Et petit à petit, on est tous pareils. On a envie d'aller, on sait bien faire, que ce pourquoi on se sent une compétence à le faire, une appétence à le faire. Si j'ai aucune oreille musicale, que j'ai pas de rythme, etc., j'aurais peut-être un peu moins d'appétence à aller avoir une activité autour de la musique ou de la danse rythmée. C'est pareil. Je pense que si très tôt, les capacités, les possibilités sont évaluées, très comme tout enfant, et que petit enfant par lui-même voit bien les limites, mais voit aussi le domaine qu'il peut utiliser, qui sera son domaine à lui de compétences et de réalisation, ça se passerait peut-être mieux. Ça se passerait sûrement mieux. Mais c'est compliqué. Je ne dis pas que j'ai les solutions. Grand merci encore. Et en plus, ta présentation, Christine, était une parfaite introduction à notre table ronde.